bonsoir à toutes et à tous. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue à votre émission inédite. Cette émission inédite est exclusivement en français et l'émission est dénommée Affaires politiques. Aujourd'hui, nous recevons un homme spécial, un homme de taille exceptionnelle, je dirais une bibliothèque de la politique malienne. Aujourd'hui, je dirais que c'est une école à part entière. Il s'agit de Monsieur Issa Kaoudim. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Docteur, j'en suis honoré, flatté et beaucoup de... Je dirais, je profite, enchaîné, émerveillé par vraiment cette nouvelle prouesse de ouverture média. C'est vraiment une salle, un studio extraordinaire, très Merci. agréable. Et Merci. je suis très heureux vraiment d'être l'un des tout premiers à être invité. Et vraiment, j'en suis très honoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est une émission 100% en français. Oui, une émission sans filtre et surtout sans réserve. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui résident à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés de la politique nationale. Monsieur Issa Kaoudim, il fut membre fondateur et président de l'Appel citoyen pour la réussite de la transition. Il fut aussi 4e vice-président du Conseil national de la transition, coordinateur général de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de Mahmoud Dicko. Il fut encore président directeur général de l'entreprise de communication Kafala Service. Il fut encore membre fondateur et président du Centre coranique. Alors, Monsieur Issa Kaoudim est comme une bibliothèque avec nous. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la quintessence des choses pour qu'il essaye d'éveiller la lanterne de la communauté nationale qu'internationale. Et sans plus tarder, Monsieur Issa Kaoudim, quelle lecture faites-vous de la réalité politique actuelle du Mali? Merci. D'abord, je profite de votre micro pour me joindre au peuple malien. Nous venons de célébrer le 22 septembre, qui est une fierté nationale et qui cette année a été placée sous le sceau vraiment du patriotisme pour défendre le Mali face à toutes ces menaces terroristes que nous condamnons et que le Mali a été objet d'attaques barbares et lâches, les termes du président de transition, et notamment l'attaque contre le bateau Tombouctou et d'autres emprises militaires. Donc nous condamnons et nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées et nous soutenons les forces armées de sécurité pour continuer à sécuriser les personnes et leurs biens et à se battre au quotidien et pour la souveraineté du pays, mais au-delà, et pour aider le Mali à recouvrer l'entièreté de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et cela est un travail qui interpelle tout le monde. Donc vous, les médias aussi, qui nous, à travers ces différentes émissions, nous donnez la possibilité de donner notre vision, notre point de vue, et cela nous honore. Donc j'enchaîne en disant que je salue tous vos auditeurs, comme vous l'avez dit, d'ici d'ailleurs, les Maliens établis au Mali comme ceux de l'extérieur, mais surtout aussi d'autres qui sont intéressés par cette émission, qui ne sont pas forcément des Maliens. Je dirais que c'est une émission africaine, parce que le Mali fait partie de l'Afrique. Donc, vous avez posé une question, la politique nationale. Eh bien, parler de politique nationale, c'est un sujet très vaste, mais je vais essayer de condenser. Je pense que vous parlez en relativisant depuis qu'on est rentré à la transition. Tout à fait. Et si tel est le cas, je pense qu'aujourd'hui, l'ère est à l'union sacrée parce que cette transition a eu des difficultés qui est liées à beaucoup de facteurs. Mais ce qui est important aujourd'hui pour tout Malien, c'est d'aller à l'essentiel. L'essentiel, nous sommes dans une situation difficile avec une transition qui par essence est un régime d'exception.
et comment rentrer dans la 4e République en effectivité, et tout en essayant aussi de contenir la menace terroriste, et tout en essayant et concomitamment de trouver un accord, parce qu'aujourd'hui les plus hautes autorités, à travers la déclaration des ministres des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations Unies, a parlé d'un dialogue intermalien et pour prendre langue avec la CEMA. Donc tout cela prouve aujourd'hui que le Mali a besoin de la paix, une paix qui honore le peuple malien à travers un dialogue constructif autour de la République. Donc pour nous, ce qui est important, parlant de la politique nationale, c'est vraiment un dialogue autour de l'essentiel, comment sauver le Mali sous le leadership du président de transition, parce qu'on ne peut pas dissocier la transition de la sortie de crise. Donc notre point de vue, il s'agit de soutenir les autorités de transition pour sauver le Mali, résume la situation politique, parce que parler d'autres situations nous amènerait à des polémiques qu'il faut éviter pour le moment, pour aller à l'essentiel. Merci d'avoir répondu à cette question de façon très efficace. Vous avez parlé de la notion de la souveraineté, également de la crise auquel nous vivons. Aujourd'hui, nous avons constaté que les 3 pays frères tels que le Mali, le Burkina et le Niger viennent tout à l'heure de mettre en place une alliance. Est-ce que cette alliance serait-elle gage de la souveraineté de ces 3 pays en question? Bon, ces 3 pays sont d'abord souverains. Depuis les années 60, on a eu accès à la souveraineté internationale. Peut-être que l'alliance de ces 3, c'est des facteurs qui sont liés à une situation conjoncturelle que nous espérons pourra évoluer, parce que ces pays ont d'espaces géographiques intégrés, historiques intégrés, on partage aussi les mêmes communautés, mais ont aussi les mêmes facteurs liés à la situation de ces pays, notamment la crise qui est liée au terrorisme, à l'insécurité, et qui est liée aussi à ces, je dirais plutôt, au régime d'exception. Et tout cela, et comment maintenant ces pays-là peuvent, d'une façon efficace, profiter de cette alliance qui, quand on regarde l'histoire même de cette alliance, elle existait en des termes de développement, malheureusement dans les années 70, l'Iptako Gourma, et puis ensuite il y a eu des difficultés entre certains de ces pays, notamment quand la Haute-Volta, le Burkina s'appelle Haute-Volta, il y a eu des conflits entre ces 2 pays. Et si aujourd'hui ces pays avec le Niger se mettent ensemble pour défendre leurs pays respectifs contre la menace terroriste et des velléités de d'autres natures qui sont de nature à déstabiliser le Sahel, c'est en principe une bonne chose pour contribuer à la recherche de solutions, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Au-delà de vivre ensemble, nous sommes condamnés à réussir l'intégration, mais aujourd'hui il faut reconnaître que l'Afrique se cherche parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent la désintégration économique de l'Afrique, les difficultés politiques de l'Afrique, l'employabilité des jeunes, les manques de perspectives. Maintenant, aujourd'hui, si ces pays qui sont des pays continentaux sont confrontés aussi à l'adversité de l'environnement, qui n'est pas vraiment un environnement très très favorable, mais aussi, le plus grave, c'est l'insécurité terroriste qui s'est invitée. Donc, même si on parle un peu la chute de Kadhafi et de Libye, cela n'explique pas tout. Je pense que les Africains doivent avoir une convergence d'ensemble pour une réussite commune, parce que aucun pays africain ne peut gagner la bataille de la paix, mais nous devons aujourd'hui, c'est vrai, l'Afrique doit se faire respecter, elle est sur la bonne voie, mais se faire respecter, ce n'est pas en indexant les autres, se faire respecter, c'est vraiment jouer dans la cour des grands. Et ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut le faire. Maintenant, est-ce que cette alliance vise tout simplement à lutter contre le terrorisme, ou il y aura d'autres options à l'intérieur pour pouvoir développer l'économie de ces 3 pays?
Oui, mais c'est ce que j'ai dit, parce que c'est la nature de la crise que ces trois pays sont confrontés qui a amené la création certains diront G Sahel 3, bon, pour ne pas dire ça, mais ce que je comprends, c'est une alliance conjoncturelle. Il faut donner un véritable contenu. Est-ce que c'est une manière de vouloir se défendre contre l'insécurité, contre le terrorisme? Ça, c'est tout à fait dit et qui est vrai. Mais est-ce qu'au-delà de cette situation, comment ces trois pays-là peuvent harmoniser leur économie, peuvent harmoniser leur politique, peuvent harmoniser leur situation, je dirais, sociale, sur des questions d'employabilité des jeunes, sur des questions d'options de développement, sur des questions, on parle de choix stratégiques qui est militaire, mais les choix ne sont pas seulement militaires, il y a des choix aussi d'approche de développement, il y a aussi des questions aussi de gouvernance et puis aussi de retour à l'ordre constitutionnel sur quel format. Je pense que en dehors de l'aspect qui est conjoncturel, il faut donner un contenu. C'est là extrêmement important parce que dans le monde, il faut sortir souvent de l'émotion, d'aller à l'essentiel parce que on gère les pays avec des visions. Donc j'estime que ce qui est dit est acceptable, mais il faut aller au-delà de ça parce que il faut imposer la paix et pour imposer la paix, il faut aussi développer des options de développement. Ok. Maintenant, parlant toujours de ce problème, je pense qu'il y a eu un problème d'embargo au niveau du Niger. Et nous avons entendu sur les réseaux sociaux que le Bénin avait apporté une aide humanitaire au Niger et que le Niger a refusé. Et quelle analyse, quelle justification pouvez-vous donner à cette réticence? Vous savez que dans la guerre ou dans des situations de crise, les autorités font beaucoup pour se faire adouber ou bien se faire accepter ou avoir certaines popularités vis-à-vis de leur opinion. Mais le fond de la question n'est pas posé, mais c'est seulement un aspect de la question. Vous savez que nos pays sont des pays membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO, comme SADC en Afrique australe, comme CEMAC en Afrique centrale, etc., c'est des ensembles de regroupements. Et la CEDEAO, jusqu'à ces crises liées à l'insécurité, au coup d'État dans certains pays des CEDEAO, qu'on appelle politiques ou militaires, a beaucoup impacté négativement sur cette organisation, qui est un espoir pour l'intégration africaine, en tout cas en Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que j'ai dit, si aujourd'hui il y a des tentations de vouloir accepter ou refuser, je crois que la question de fond, qu'allons-nous faire de la CEDEAO pour que l'Afrique de l'Ouest puisse sortir de ce problème, parce qu'il faut poser le bon diagnostic. Non à l'ingérence des pays occidentaux, comme on le dit, mais est-ce que ces ingérences aussi sont de façon durable dans un contenu, une vision? Parce que des pays qui rejettent cette ingérence sont des pays, quand vous regardez, ont des crises politiques liées à des coups d'État. Alors qu'il y a d'autres pays qui essayent juste de voir comment, comme certains ont appelé d'épidémie, d'autres ont parlé de double coup d'État politique ou militaire. Dans tous les cas, il faut qu'on ait un principe de mode de gouvernance. Et tant qu'il n'y a pas harmonisation politique en Afrique de l'Ouest, on va se trouver cas par cas. Et cela va nous amener progressivement à la dislocation de cet ensemble sous-régional qui avait commencé à donner de l'espoir aux Africains, mais à un moment, certains ont compris que ça devient CEDEAO des chefs d'État et non CEDEAO des peuples. Alors, on ne peut pas dissocier les chefs d'État du peuple s'ils sont démocratiquement élus, parce que toute une question de démarche. Parce qu'un président démocratiquement élu, donc ça veut dire
il est de légitimité, deux sortes de légitimité. Légitimité populaire et légitimité qui est léguée par les institutions. Donc, dans ces cas, ces présidents et ces députés, voire même ces députés de CEDEAO existent. Il y a aussi cour de la CEDEAO, il y a le parlement de la CEDEAO, il y a aussi l'OADA de la CEDEAO pour harmoniser les affaires. Mais le troisième mandat, où en tout cas les problèmes d'insécurité ont été justifiés pour certains coups d'État, en somme, c'est un recul. C'est un recul. Maintenant, comment trouver une solution à ce recul-là? Il s'agit aujourd'hui pour les Africains qui disent on ne veut pas le paternalisme, on ne veut pas de la condescendance, mais que voulons-nous? Je vois des gens qui cherchent à faire le panafricanisme sur les réseaux, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie parce qu'on ne construit pas le panafricanisme dans des expressions pour vilipender ou bien pour charger ou bien non. Le panafricanisme, ça doit être une vision, une orientation, un choix. Et pour faire les jalons ont déjà existé. Il faut donner des contenus et évoluer parce que quand vous regardez l'OIA, c'est sur la base après les accessions aux indépendances. Je vais faire juste une petite parenthèse. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, le système des Nations Unies ont dit que les pays doivent respecter les principes des frontières issus, en tout cas, du système des Nations Unies en 1945. Ça trouvait que l'Afrique n'existait pas comme continent souverain. Mais l'OIA a pratiquement endossé cela en disant que les pays c'était leur combat était deux choses, la libération de l'Afrique pour que les pays africains puissent devenir indépendants, parce que dans les années 60, il y avait beaucoup de pays qui étaient sous domination, que ce soit les pays de ligne de front qu'on appelle l'Afrique du Sud avec l'apartheid, il y avait les pays comme Zimbabwe, Rhodésie qu'on appelle Rhodésie, c'est des pays qui n'étaient pas indépendants. Donc l'Afrique avait un combat d'indépendance. C'est en 62 que l'Algérie a eu son indépendance. Donc la première option de panafricanisme, c'était d'abord permettre à l'Afrique d'être indépendante, d'avoir sa souveraineté internationale. Et l'OIA a fait beaucoup pour cela. Et pour éviter aussi qu'il y ait des remises en cause des pays qui ont été sur la base qui n'était pas objectif, on a donné ces indépendances. Il y avait des frontières artificielles. Mais ils ont dit, pour que l'Afrique reste stable, que tous les pays, par principe, d'accepter ces principes issus de la colonisation pour éviter la désintégration de l'Afrique. Et la preuve, quand il y a eu des différends, il fallait se référer à la Cour internationale de justice, tel a été le cas du Mali et du Burkina après 2 guerres éphémères. Donc pour dire que cela a été déjà l'embryon pour créer l'Afrique intégrée. Mais malheureusement, il y a eu des choix. Il y avait des gens qui étaient plutôt libéraux, il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait aller au communisme. Donc il y avait deux blocs, il y avait le capitalisme, il y avait le communisme, mais il y avait aussi une troisième voie qui était avec Tito de Yougoslavie, ce qu'on appelait les non-alignés. Donc l'Afrique s'est trouvée majoritairement dans le bloc des non-alignés ou des pays de l'Ouest parce que venaient de sortir de la colonisation, on considérait toujours comme l'ancien maître comme étant vraiment un néocolonialiste. Et donc cette guerre entre ces deux blocs, le communisme et le capitalisme, a été ce qu'on appelle la guerre froide. Donc l'Afrique est toujours restée vraiment dans une situation où on est avec les Occidentaux, avec le capitalisme, où on est contre les Occidentaux, on va se réfugier sur le communisme. Et donc, pour nous, je pense que l'Afrique n'a pas trouvé sa voie. Pour qu'elle trouve sa voie, l'Afrique a besoin de 3 choses, de mon point de vue. Il faut aujourd'hui que l'Afrique développe son propre leadership dans tous les domaines. Et que deuxièmement, l'Afrique se bat pour avoir le transfert de compétences. Et troisièmement, il faut que l'Afrique ait une politique vraiment homogène, économiquement, avoir sa monnaie, avoir sa langue officielle, avoir aussi une armée intégrée, et cela permettra à l'Afrique de trouver sa voie. Et malheureusement, l'Afrique n'est pas dans cette affaire. Et je rappelle à beaucoup de gens que l'Afrique n'est pas homogène. Il y a l'Afrique Maghreb, il y a l'Afrique du SADC, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale. Non, pas les mêmes parcours ni les mêmes histoires. Mais les ensembles existent. L'Afrique de l'Ouest pratiquement est homogène. Donc du coup, on a 2 handicaps. Nous sommes majoritairement des pays soit colonisés par la France, soit l'Angleterre. Et quand vous regardez la politique française vis-à-vis de ses anciennes colonies est différente de la politique de l'Angleterre vis-à-vis de ses anciennes colonies. Je ne porte pas un jugement de valeur, mais c'est un fait.
Et que je trouve que la France s'est trop immixée des affaires de ces anciennes colonies, qui a fait que nous avons un franc qui est dans le trésor français, qui est le CFA, qui est le symbole même de cette domination. Et nous n'arrivons pas aussi, malheureusement, à avoir ce que nous appelons une politique qui est basée sur des valeurs, des normes. Est-ce que nous voulons être des pays démocratiques avec des valeurs intégrées, ou nous voulons être un pays des modèles africains? C'est quel modèle? Cette question-là, ce n'est pas sur le virtuel qu'on va trouver des solutions. Donc je pense aujourd'hui que les intellectuels africains doivent arrêter de surfer sur les réseaux pour dire non au colonialisme, non au néocolonialisme, la condescendance. Il faut vraiment avoir une vision et prendre en compte les forts fondateurs de panafricanisme, ce qu'ils ont pu faire, et de faire ce qu'on appelle évaluation pour essayer d'avancer. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Et parlant toujours de la notion de la souveraineté, nous avons vu qu'il y a quelques mois, depuis le début du mois de juillet 2023, il y a des rétrocessions des différents camps et qui ont abouti vraiment à des attaques barbares. Est-ce que réellement ces rétrocessions se font dans la norme? Bon, vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai décidé, en tant que président de parti ACRT, Faso Kawele, de revenir à une logique patriotique. Certains diraient que est-ce que je ne l'étais pas. Non, vous savez, le patriotisme, c'est quand le pays, la case commune, le pays est en train de prendre feu, il faut d'abord contribuer à sauver le pays, parce que le pays nous appartient tous, et ceux qui ont la charge de la gestion du pays aujourd'hui, qui sont les autorités de transition. J'ai compris qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aider les présidents de transition, les autorités de transition, à faire face à cette menace qui veut même remettre en cause l'existence d'un pays unitaire, un pays qui a vraiment une histoire faite vraiment de royaumes, des empires, mais aussi qui est un pays de vivre ensemble, un pays, un peuple, un but. Et cette menace, il ne faut pas qu'elle arrive à atteindre le fondement de notre peuple. Donc pour ce faire, nous avons estimé aujourd'hui de taire certaines dynamiques qui n'est pas acceptable dans une situation d'exception, et qui est aussi aggravée par cette crise qui veut vraiment disloquer notre vivre ensemble. Donc nous avons décidé, quoi qu'il advienne, de soutenir les autorités de transition sur la base de sauver le Mali. Donc mon discours sur la question a évolué. Et vous avez parlé de ces emprises qui doivent être retrocédées au peuple malien sur la base d'un accord et puis du système des Nations Unies, et le Mali est membre fondateur, et cela est légal. Maintenant, comment arriver pour que nous puissions gagner le pourquoi de ces rétrocessions? C'est pour que on puisse avoir la paix. Alors qu'il y avait un accord avec la CEMA. Maintenant, l'option du gouvernement, c'est que être dans son rôle régalien. Et donc, la coordination de la CEMA estime qu'il y a autre approche. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut que tout le monde vienne à la République. Parce que l'État doit jouer son rôle régalien, et nous privilégions un dialogue fécond, un dialogue responsable, mais un dialogue qui respecte le principe même de l'accord de paix, même s'il y a des choses qui n'est pas acceptable, mais c'est une base de discussion. Et donc, même cet accord, il est dit clairement que cet accord respecte le principe d'un pays indivisible et qui respecte la République. Donc, tout le reste, là, je pense que avec l'évolution, tout le monde s'est rendu compte que cet accord-là a été fait à des moments où l'État malien était en position vraiment de faiblesse. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas une revanche contre certains de nos frères Touaregs, mais d'accepter que le Mali ne peut pas, on n'acceptera pas, aucun Malien n'acceptera la partition du Mali. D'accord. Et que quoi qu'il advienne. Mais au même moment, il faut privilégier un dialogue sur la base des approches politiques et culturelles, mais de continuer à soutenir l'armée pour la sécurité de toutes les personnes et leurs biens, et aussi la souveraineté de notre pays. Maintenant, suite aux différentes rétrocessions des camps par l'amunissement, aujourd'hui, êtes-vous sûr et d'accord du non-renouvellement du contrat avec l'amunissement? J'ai dit que j'ai évolué, je ne vais pas polémiquer. J'ai dit pour sauver le pays, j'ai décidé de laisser toutes les questions de politique
normale, parce que la politique normale quand on est dans une situation normale. Et cette nouvelle donne, vous avez vu, la recrudescence de la violence affecte le vivre ensemble, affecte même l'unité du pays, affecte même c'est-à-dire un pays-nation. Donc, à ce niveau, ce qui est important, ce n'est pas avoir un droit acquisiteur, mais c'est plutôt avoir un droit de soutien. Mais est-ce que cela ne va pas contribuer à gangréner davantage la situation Non, si tous les Maliens... Parce que si tout le monde se taise comme ça... On ne se tait pas. Parce que vous étiez un acteur très influent. Non, je ne me tais pas, mais vous savez, c'est ce que j'ai dit. J'étais influent par rapport à quelque chose qui s'expliquait. Qui était qu'on était dans un accord, il y avait la communauté internationale, les autorités de transition avaient donné le calendrier pour les élections, et sans qu'ils le remettent en cause, sans qu'ils remettent l'accord d'Alger en cause, tout le monde reconnaît que la situation sécuritaire s'est dégradée. Et si elle s'est dégradée considérablement, il ne faut pas qu'on se retrouve dans le scénario de 2012. 2012, il y a eu des attaques de nature vraiment inacceptable, et avec des ramifications obscures. Et au même moment, au sud, il y avait aussi des contestations du régime d'Amadou Toumani Touré qui nous a menés à un coup d'État. Et ce coup d'État a permis aux ennemis de prendre pratiquement tout le nord du Mali jusqu'à Kona, pratiquement. C'est là où il y a eu l'intervention de la France à travers tout ce que vous pouvez appeler quand Hollande était aux affaires. Et ensuite, il y a eu d'autres accords, d'autres dynamiques, des missions pour la stabilisation du Mali, pour aussi aider le Mali à trouver un accord avec les Touaregs, en tout cas pas tous les Touaregs. Touaregs, c'est des communautés comme tout le monde, mais la SEMA. Mais donc, même si ces revendications étaient autres que je ne vais pas développer davantage, j'estime aujourd'hui, tirer à boulet rouge sur les autorités de transition, contester les autorités de transition n'est pas, de mon point de vue, responsable. Parce que pourquoi je l'ai dit, la politique c'est le réalisme. On fait la politique pour des solutions, ou apporter des solutions, ou éviter des problèmes quand il s'agit vraiment du pays. Et si nous on dit aujourd'hui, bon, on s'en tient aux élections, on avait dit ceci, on avait dit cela, on contribue davantage à affaiblir. Mais et pourtant, bien avant aujourd'hui, vous étiez au courant de ça, que ça pouvait affaiblir. Non, parce que quand je le disais, vous savez, il faut avoir une lecture globale. Quand je le disais, le Mali était dans un accord, mais l'aménagement était là. Quand je le disais, les autorités de transition n'avaient pas dit clairement, même s'ils n'ont pas dit, n'avaient pas dit que le départ de MINUSMA pouvait engendrer une telle violence contre le peuple malien. Maintenant, dire que oui, parce que ça, c'est les polémiques et ça ne nous fait pas avancer. Ce que les Maliens veulent aujourd'hui, quand un homme politique, ce n'est pas ce que l'opinion des pays ou des chancelleries pense de vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que président de parti politique, en tant qu'un homme politique qui compte dans ce pays-là, est-ce qu'il est responsable au moment où on attaque sauvagement, d'une façon criminelle, un bateau qui a une vocation seulement de transport des personnes et leurs biens entre Gao et Koulikoro, qu'on soit attaqué, que des gens brûlent, des gens meurent, au même moment qu'on voit des attaques sur Bamba, sur le camp de Bamba, sur le camp de Gao, sur le camp de Bourem, sur le camp de Léré, sur des roquettes, j'en viens sur des roquettes sur Tombouctou. Et vous pensez qu'à ce moment précis, un homme politique doit se coaliser contre les autorités de transition au motif qu'ils ne sont pas élus, au motif qu'ils ont donné un calendrier électoral? Et si on fait cela et que le pays, que Dieu nous en garde, se disloque, mais il n'y aura plus d'hommes politiques, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de Mali indivisible. Donc, quelle est notre raison d'être? En ce moment, nous avons failli à notre mission politique. La politique, c'est d'apporter des réponses. La politique, c'est de critiquer constructivement. La politique, c'est d'alerter. La politique, c'est de mettre la pression pour que ceux qui ont la charge de l'État puissent se remettre en cause ou bien puissent prendre en compte certaines critiques, même si on sait que ça avait été souvent mal compris ou mal accepté, mais nous ne sommes pas dans la pensée unique. Mais nous pensons, je vais vous donner un exemple simple, quand l'objectif pour le peuple c'est d'avoir 10, deux chiffres, avoir 10, on dit maintenant, chacun doit donner 10 sur la base de deux chiffres. Quelqu'un peut dire 5 plus 5, ça fait 10.
Tout à fait. D'autres peuvent dire 9 plus 1, ça donne 10. D'autres peuvent donner 6 plus 4, ça donne 10. D'autres peuvent donner 8 plus 2, ça donne 10. Donc, l'objectif, c'est le 10. Mais si vous voulez que tout le monde doit dire 5 plus 5, là, vous imposez une pensée unique. Alors qu'on peut avoir le même objectif, c'est un Mali indivisible, un Mali prospère, un Mali émergent, mais nous n'avons pas forcément les mêmes approches du problème. Donc, on peut avoir des chemins différents, mais si nous avons un objectif commun, je pense que c'est cette dynamique qu'il faut valoriser. Parce qu'un Mali, d'abord, qui est un multiculturel, qui est un pays de blancs et de noirs, qui est aussi un pays mosaïque. Donc, les pensées doivent être ainsi, mais une pensée consensuelle sur un objectif commun. C'est ça l'intelligence positive. Parce que deux types d'intelligence, soit pour nuire, soit pour contribuer à bien faire. Et nous pensons que ce qui est bon, c'est de contribuer à bien faire. Ok. Mais dans tout ça, pourquoi ces attaques successives comme ça? Mais la question n'est pas de dire pourquoi. La bonne question, c'est comment arrêter ces attaques. Et ensuite, maintenant, se poser comment ça nous est arrivé. Aujourd'hui, demander pourquoi, on perd du temps. C'est ce que je disais à l'entame de mes propos. Quand la case commune est en train de prendre feu, ce qui est intelligent, qui urge, c'est d'éteindre le feu. Le Mali, aujourd'hui, on veut mettre du feu. Il faut qu'on refuse le feu. Et après, maintenant, s'il y a la normalité, chacun est libre de dire, bon, faisons le suivi, évaluation, faisons le constat, situons les responsabilités ici à situer. Mais pour le moment, ensemble, pour sauver le Mali, c'est notre compréhension sous le leadership du président de transition, sur la base vraiment d'un dialogue national. Pour trouver vraiment une feuille de route et un gouvernement consensuel, un gouvernement dynamique qui est capable vraiment de porter la réponse à ces différentes questions. Parce que face à une situation, il faut cette dynamique. Moi, je crois à un dialogue politique. Au moment où notre pays, à travers le ministre des Affaires étrangères, a parlé qu'ils sont dans l'accord, mais ils veulent une approche intermalienne. Du même moment, il faut jouer à l'apaisement pour les hommes politiques, tant que c'est des questions politiques. Moi, je pense que tous les hommes politiques qui sont poursuivis pour des questions d'opinion, même si la nature peut être considérée comme infraction, je ne vais pas rentrer dans les domaines de droit, mais un homme politique, si vous voulez le poursuivre sur des questions de droit, mais vous les prendrez. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, si on peut dialoguer avec la CEMA, alors il est bon aussi de dialoguer avec les hommes politiques qui sont poursuivis, je dis bien, pour des questions de délit d'opinion. Ok. Maintenant, aujourd'hui, nous avons vu votre changement de position pour soutenir la transition. Il y a eu tellement d'échos sur les réseaux sociaux. Les gens se disent que avec cette dynamique, est-ce que votre revirement ne serait-il pas une bombe à retardement pour les autorités de la transition? Et quelle réaction faites-vous par rapport à ces écrits sur les réseaux sociaux? Vous savez, les gens sont souvent dans des... Je comprends, hein. Vous comprenez? Je comprends, certains essaient de m'attaquer, de créer le doute dans les esprits. Certains pensent que quand celui-là va venir, je vais les faire ombre. Non, je pense que le Mali va au-delà de tout ça. Ce qui est important, c'est ce que je peux apporter aux côtés du président de transition pour sauver le Mali. Je ne suis pas prétentieux, mais je compte. Et donc, vraiment, c'est pour cela qu'on parle tant de moi. Donc, du coup, quand j'avais pris position, c'est ce que j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. J'ai été quand même 4e vice-président du CNT. J'ai été quelqu'un qui a tenu des propos dans le sens qui était très favorable aux autorités de transition. À un moment donné, j'ai été en disgrâce. Tout ça, c'est derrière moi, ce que j'ai dit. Évitons des questions d'ego, de personnes, de ressentis. Mais c'est normal qu'ils pensent ainsi, non? Non. En politique, il y a deux choses. L'opinion est libre, mais c'est à moi de convaincre. Maintenant, ceux qui se cherchent des médias pour chercher de déconstruire mes propos ou bien de mettre le doute dans l'esprit des gens, mais moi, je suis un habitué. J'essaie de me défendre. Vous êtes habitué? Je suis un habitué. Et les coups bas, la meilleure manière de contrer, c'est d'avancer. Un homme intelligent, vous savez, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les sages, je n'ai pas la prétention de l'aide, mais c'est juste pour dire, les sages évitent les problèmes, les hommes intelligents gèrent les problèmes.
Maintenant, l'autre qualificatif, je vais vous épargner de cela. Donc, il faut être soit dans la sagesse, soit dans l'intelligence positive. Et souvent, quand je vous vois, vous ressemblez à une école pour moi. C'est-à-dire dans la politique malienne. C'est-à-dire quelle compréhension et quelle lecture faites-vous des hommes maliens, de la communauté malienne, pour changer de position quand vous voulez et pour vous réadapter à une autre situation quelconque, et que voilà, je ne comprends pas quelle lecture faites-vous de la politique nationale, parce que les gens ont tendance à parler même du caméléon, que vous changez de couleur au fur et à mesure que vous changez de pas. Et là, honnêtement, moi-même, je suis sur mes faits. Je vous qualifie d'une école à part entière. Vous êtes un cas spécial. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez su des Maliens que les autres hommes politiques n'ont pas su? Bon, écoute, je ne vais pas être prétentieux, mais je vous donne des exemples d'illustration. Vous savez, j'aime bien les artistes, surtout la musique du terroir, les orchestres voilà, nationaux et tout ce que vous voulez. Vous savez, il y a les pas de danse en fonction du rythme. En fonction du rythme. Donc, si on change, par exemple, quand vous faites de la musique moderne, ou bien vous faites de la kora, ou bien vous faites du R&B, ou bien du salsa, mais vous ne pouvez pas danser de la même façon. Donc, quand il y a une situation, un homme politique qui n'a pas la capacité, la flexibilité de s'adapter, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Maintenant, la peur de ce que les gens pensent de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas un leader. Un leader ne fait pas ce que son peuple veut. J'insiste sur le mot. Un leader ne fait pas ce que son peuple veut, mais un leader fait ce qui est bon pour son peuple. Mais on a tendance à dire qu'il faut faire ce que le peuple veut. Et là, on devient un démagogue, un populiste, et à la fin, vous allez vous retrouver zéro résultat. Mais l'ensemble du peuple ne peut pas se tromper à la même fois. Non, il ne s'agit pas de se tromper. Vous savez, une mère, quand elle, c'est juste un exemple, une mère oblige son enfant à aller à l'école. Souvent, l'enfant pleure parce qu'il a été habitué à faire tout ce qu'il veut. Pour la première année, beaucoup des enfants crient, ne veulent pas aller à l'école. Ça existe. Il y a des enfants aussi, souvent quand ils sont malades, il y a des traitements à faire. Et comme on le dit, une plaie, il faut enlever tout ce qu'il faut pour traiter. L'enfant peut pleurer, mais la maman tient jusqu'à ce que le médecin finisse ou le pédiatre finisse. L'enfant est en train de pleurer. Ce n'est pas parce que la maman n'aime pas son enfant. Parce que c'est le passage obligé. Et donc ça, il ne s'agit pas de s'aligner sur la position de l'opinion. Parce que l'opinion est versatile, l'opinion est changeante. Mais l'opinion veut le résultat. Et quand il y a un problème, l'opinion accuse qui? Les dirigeants. Et quand il y a un résultat, l'opinion applaudit qui? Les dirigeants. Donc, gouverner, c'est prévoir. Mais quand il y a une situation de nature gravissime, le plus important, ce n'est pas de tenir un langage de détruire, comme on dit chez nous en langue bamanaka, que fait traduction, un ancien chef de village n'aime pas le village. Non, moi je me désassocier de cela, parce que si le village se disloque, il n'y a plus d'anciens chefs de village et nouveaux chefs de village. Donc il faut avoir vraiment ce que je disais, s'il n'y a pas la sagesse, il faut avoir de l'intelligence positive. Donc ce n'est pas de la versatilité comme les gens veulent coller, mais c'est du réalisme et s'adapter à l'évolution de la situation pour atteindre le bon port. C'est comme un bateau qui veut arriver à bon port. Il faut faire vraiment lever l'ancre à temps, faire un bon maillage et puis aller à l'essentiel, ne pas aller à contre-courant des vagues. Aujourd'hui, les Maliens pensent, la majorité, que vous êtes là pour un compte rendu. C'est-à-dire vous êtes là pour rendre, c'est-à-dire pour faire payer quelqu'un par rapport voilà, aux réalités. Vous pouvez être très explicite et direct. Oui. Parce que vous êtes un journal, vous ne devez pas avoir de subtilité, poser des questions directes et claires. Tout à fait. Voilà. Donc, là, on s'est dit que votre problème de retrait du CNT est dû à certaines communications. Vous n'avez pas oui, j'arrive. Était dû peut-être au chef du gouvernement.
Et aujourd'hui, votre vision, c'est d'écarter ce chef de gouvernement. Vous êtes là pour une mission. Est-ce réellement vrai? Parce que dans vos langages, vous étiez en train de dire qu'il faut un gouvernement d'union nationale, un premier ministre qui est susceptible de fédérer l'ensemble des classes politiques. Est-ce de façon indirecte pour indexer le premier ministre actuel à partir à la retraite concernant... Vous savez, je laisse ces allégations à vous, mais ce que je peux dire subtilement, c'est que la politique, c'est de l'art. La politique, c'est de l'art, et j'aime bien les hommes de culture. Vous savez, il y a un principe en politique. À rendre réalisable ce qui est faisable. Et dans ce cas de figure, et le pragmatisme, le réalisme aussi nous commande aujourd'hui de nous inscrire dans le discours du président de la transition. Si le président de transition lui-même l'a dit avant qu'il le dise, je l'ai dit. Mais c'est lui le président de transition. Et à l'occasion de l'adresse à la nation, il a dit un sursaut national pour défendre le Mali. Et moi, quand je sortais pour dire que je ne suis plus dans les élections, vu la nature de la crise, il faut que tout se tienne derrière le président de transition pour sauver le Mali. Mais pour sauver le Mali, il faut une feuille de route. Parce que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement qui avait une mission d'organiser les élections sur la base d'un chronogramme souverain après le bras de fer avec la CEDEAO qui est derrière nous. Et donc, ces 2 ans qui ont été donnés, si ce gouvernement n'arrive pas à faire ces élections, donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que déjà, il y a un échec par rapport à cette question. Mais les raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu organiser les élections, je ne rentre pas dans les polémiques parce que les polémiques nous mettent en arrière. Et donc, contestation stérile, non. Mais il faut trouver la solution. Et moi, je n'ai pas la solution, mais j'ai fait une proposition en tant que chef de parti politique comme soutien à la sortie de crise sur la base de soutenir les transitions pour faire face à cette menace contre notre pays. Et pour cela, la question sécuritaire, pour résoudre la question de sécurité, relève de chef de la sécurité, le chef suprême des armées, qui est le président de transition, qui a toutes les cartes, qui est lui seul qui peut dire aux Maliens, les élections auront lieu. Et si vous avez de l'intelligence d'écouter le discours d'une façon subtile, mais d'une façon aussi claire dans la vision, en aucun moment le président a fait allusion aux élections. C'est là révélateur, parce que c'est un message à l'adresse de la nation. Il n'a pas fait allusion. À 5 mois, il n'a pas fait allusion. S'il avait dit, malgré la crise, nous allons faire les élections, il n'a même pas effleuré. Donc, j'arrive. Ça, c'est déjà un signal. Deuxième chose, le président a dit un sursaut national pour défendre le Mali. Et ça veut dire que tous les Maliens sont des soldats et la nouvelle constitution dit qu'en cas d'attaque, tout le monde est réserviste. De 18 ans à. Il n'a pas dit que inclut ou exclut les partis politiques. Donc du coup, nous sommes tous des soldats, chacun dans son domaine, pour défendre le Mali à gagner cette guerre qu'on nous a imposée. Maintenant, notre approche de sortie de la guerre, il y a les groupes terroristes qu'il faut les traiter comme tels. Mais il y a des gens qui sont tout simplement, que je dirais, des naïfs, qui sont dans cette affaire, ils ne savent même pas trop si c'est des Maliens, même s'ils parlent de l'islam, de radicalisme, qui sont des gens vraiment qui sont manipulés. Si on peut les récupérer, il faut donner la chance à les récupérer pour réduire la nuisance. Il y a un accord sur la base des revendications politiques, identitaires, séparatistes, tout ce que vous voulez, qui est la SEMA, mais qui sont des Maliens, et donc de faire un dialogue politique avec eux pour dissocier les tendances, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une coalition de tout genre contre nous. Et donc ça déjà, il faut l'aspect militaire, l'aspect politique et venir même à renfort culturellement pour aider le Mali à trouver une solution. C'est là extrêmement important de notre point de vue. Et la troisième chose, pour que tous les Maliens renforcent le président,
Et il faut que le président donne toutes les informations à la rencontre avec les forces vives, en rencontrant toute la classe politique. Nous pouvons faire des élections dans une situation de crise. Voilà un compromis. Ou nous n'allons pas faire des élections. Voilà ce que je vous propose. La sécurité nous permettra d'ici 5 mois de faire des élections. Mais là où il y a, sur la base, nous allons faire ça, c'est un compromis politique. Et troisièmement, il ne faut pas qu'on nous impose une économie de guerre. Nous avons besoin aujourd'hui de construire des ponts. Nous avons besoin des écoles. Nous avons besoin des emplois pour les jeunes. Nous avons besoin d'investissements. Nous avons besoin que nos hôtels puissent faire des remplissages de taux. Nous avons besoin des compagnies. Nous avons besoin et tout cela, il faut qu'il y ait vraiment un dialogue avec tous les partenaires pour que même en temps de crise, de convaincre la diplomatie des pays que notre partenariat n'est pas seulement militaire, il doit être aussi boosté économiquement, culturellement. Et donc pour cela, ça aussi c'est une autre approche. Et pour avoir toute cette recette, il faut que le président ait la concertation ou l'avis des forces vives de la nation. Et sur la base de ça, il faut une feuille de route. Et une feuille de route, pour pouvoir rendre cette feuille de route visible, lisible, efficace, arriver à cet objectif d'une situation de crise, il faut un premier ministre consensuel, un premier ministre de dialogue, un premier ministre qui peut parler à tout le monde, un premier ministre qui n'est pas seulement dans la critique. Monsieur Choguel Maïga n'est-il pas ce type de ministre? Bon, je vous laisse vous-même faire votre opinion, mais je pense que ce gouvernement a promis devant Dieu, devant les hommes, qu'il va faire les élections, mais législatives, régionales, présidentielles, et que la transition prend fin le 26 mars. Donc du coup... Mais avec le nouveau remaniement, est-ce que Choguel a un poids par rapport au choix des ministres? Dans ce cas, si vous estimez que, c'est vous qui le dites, si vous estimez que tel est le cas, il faut avoir un premier ministre qui a vraiment tous les prérogatives de sa mission. Parce qu'il ne faut pas s'accrocher au poste pour s'accrocher. Je pense que servir le gouvernement, c'est une mission. Quand on pense qu'on est efficace et qu'on peut rendre service, c'est vraiment salutaire. Mais quand on pense qu'à un moment donné qu'on a mené une lutte et que c'est un droit de rester, moi je ne serais pas chassé du CNT. Ok. Maintenant, selon vos dits et vos analyses, est-ce que nous pouvons espérer sur l'élection présidentielle comme prévu au début Pour moi, de l'année 2024? C'est un faux débat. Le vrai débat, c'est de sauver le Mali. Donc, peu importe l'organisation. Peu importe. Sauver le Mali, aujourd'hui, nous avons fait une proposition en tant que chef de parti politique qui peut être améliorée comme peut être partiellement rejetée. Mais sur 3 choses, la pertinence est évidente. Tous derrière le président pour sauver le Mali, c'est des questions sécuritaires. Tous derrière le président pour un compromis avec la classe politique sur cette dynamique. Tous derrière le président pour convaincre la communauté internationale, malgré la crise, à défendre, à aider le Mali. C'est des questions, respect de son choix qui est accepté de tous, mais aussi économiquement, comment diversifier aussi nos partenaires pour renforcer et avoir des investissements. Et sur ces questions-là, si le monde sait que au-delà de la nature de la crise, c'est le peuple malien à travers la force vive de la nation qui font bloc derrière le président de transition, c'est légitime. Et pourquoi s'en cacher ou occulter cette dynamique? Parce qu'elle est positive. Donc avec votre nouvelle vision, est-ce que vous acceptez... C'est pas une nouvelle vision, c'est une nouvelle démarche. Votre nouvelle démarche, est-ce que vous accepterez de faire repousser encore la date des élections? J'ai dit que je ne suis même pas dans une logique d'élection. Parce que si on était parti pour 18 mois, moi j'avais dit... Mais vous avez réclamé en son temps. J'ai évolué dans beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur la question. Quand on était à 18 mois, j'ai dit que je ne suis pas dans les dates fétiches. Si ce n'est pas tenable, on va prolonger. Maintenant, les raisons que j'avais... Après, vous avez demandé... J'arrive. Après, quand il y a eu certaines dynamiques où j'avais estimé dire autrement, on a considéré peut-être que c'est une voix dissonante parce que je faisais partie de l'équipe qui dirigeait. Donc, ça a été apprécié. L'État, il est ce qu'il est, mais c'est derrière moi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de soutenir le président de transition pour regagner ces 3 aspects ou ces 3, je ne dirais pas choses, c'est essentiel pour la survie de notre pays. Ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire
et déployer le Mali sur l'ensemble du Mali et tout en concomitamment créer les bases d'un dialogue constructif avec nos frères qui sont dans la République et convaincre la communauté internationale pour réinvestir au Mali, parce que le Mali est un pays fiable malgré ce qu'on dit, et cela a besoin d'une diplomatie forte, cela a besoin d'un premier ministre vraiment qui peut parler à tout le monde, y compris la classe politique, et aussi, et concomitamment, pourquoi pas, si on peut parler avec la CEMA, pourquoi ne pas parler aussi avec des acteurs politiques, des hommes de la société civile qui aujourd'hui, pour des raisons d'opinion, sont poursuivis. On peut faire aussi de l'apaisement sur, je dis bien, sur des questions politiques. Parce qu'un homme politique, si on veut le poursuivre sur des questions de droit à travers ces expressions, mais on va prendre tout le monde. Tout à fait. Donc du coup, si on peut parler avec SEMA, si on peut être dans l'accord avec la SEMA, malgré des armes qui prennent contre l'État malien, que je suis d'accord qu'il faut parler tant qu'ils sont dans la République, mais pourquoi diaboliser les hommes politiques? Maintenant, en cas de recomposition du gouvernement, si on vous propose un portefeuille ministériel, est-ce que vous serez preneur? Ne faites pas de la fixation. Je pense que je ne veux pas rentrer dans ces qualificatifs-là qui est derrière moi. Vous serez preneur? Non, 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 ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de soutenir le président de transition. Et c'est le président qui appréciera dans quel format je peux être utile aux côtés de la transition. Dans quel format vous pouvez être utile? Donc vous êtes... mais je suis pas... Vous êtes... je suis un homme vous politique. êtes disposé. Mais c'est ce que je fais. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un pour venir donner mon approche, ma dynamique à soutenir la transition. Tout ça, c'est un travail à soutenir. Ce n'est pas forcément le gouvernement, le CNT ou d'autres structures pour aider le pays. Ce qui est important, c'est d'être visible, c'est d'être lisible, c'est d'être efficace dans un ensemble global de cette feuille de route pour aider le Mali à regagner la sécurité sur l'ensemble du territoire et à assumer sa sécurité, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, et aussi appliquer, comme ça a été dit par les autorités de transition, oui à l'accord d'Alger, mais dans un cadre maliano-malien, et ensuite aussi avoir vraiment de l'apaisement avec la classe politique sur des questions politiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse que la classe politique peut jouer et doit jouer forcément son rôle dans cette nouvelle configuration. C'est là extrêmement important. Et aussi d'avoir un gouvernement à la tête qui peut vraiment parler avec tout le monde pour que le Mali sorte de cette situation. Maintenant, concrètement, en cas de proposition, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette transition de telle sorte que ça soit une réussite totale? Mais je suis très efficace dans la communication, tout le monde le sait. Très très efficace, ça ne va pas faire c'est pas faire... bon, je ne vais pas jusqu'à dire ça, sans fausse modestie. Un ministre de la télécom. Non, je n'ai pas parlé de ministère. Vous savez, vous ne comprenez pas deux choses où vous faites semblant de ne pas comprendre. Aider le gouvernement à communiquer ou la transition à communiquer, ce n'est pas les injures, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas de dénigrer ceux qui ne sont pas d'accord avec la transition. Il s'agit de convaincre tout le monde de venir avec la transition ou à défaut d'accepter le choix de la transition. Donc il y a une communication de dimension culturelle. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a une dimension culturelle de la communication, il y a une dimension institutionnelle de la communication. Et il y a une dimension aussi de détruire, je ne vais pas jusqu'à dire des ennemis, si c'est de la guerre, oui, mais si c'est de la politique, de détruire aussi la communication des adversaires. Et ça, ces formats-là, ce n'est pas de l'amateurisme. Donc il ne s'agit pas de prendre le forfait, aller s'asseoir, insulter les gens. Vous avez appris ça où? D'autres disent que vous n'êtes pas allé à l'école. Moi, je suis surpris à chaque fois. Hein. Bon, quand on dit quelqu'un est autodidacte, les gens souvent ils confondent être autodidacte et diplômé. Vous savez, Amadou Hampâté-Bâ était un autodidacte. C'est l'un des grands hommes que le Mali se glorifie. Il y a eu aussi des premiers ministres en France qui sont des autodidactes. Donc moi, la question, même en Angleterre, la question n'est pas là. La question c'est, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Moi, je ne suis pas dans ces complexes de détails. J'ai vraiment un grand respect pour le savoir. C'est pour cela que j'ai compris très tôt que je ne connais rien. J'ai évolué positivement. Et donc, j'ai une dimension sans fausse modestie, transversale de ces choses-là. Et donc, ma modeste connaissance peut être très, très positive pour aider le pays
à sortir de cette crise pour l'intérêt de tous. Donc pour moi, ce n'est pas une question de positionnement. Si tel était le cas, j'allais garder la ligne. Maintenant, nous avons vu qu'au Conseil de l'ONU, nos chefs d'État se sont rendus, ils ont tenu des discours, certains ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères, certains ont été représentés par leur ministre d'État. En quelque sorte, je me rappelle, il y a quelques mois, vous étiez dans une logique de montrer certaines réalités au peuple malien, tout en vous basant sur le cas de la Guinée qui s'est retirée de la rencontre tripartite entre les trois pays avant le coup d'État au niveau du Niger. Et quelle lecture et quelle analyse politique faites-vous du revirement à plus de 180 degrés du président guinéen? Revirement dans quel sens? Bon, au niveau du podium là-bas, au niveau du pupitre, il a été franc, il a été clair, il a craché les 4 vérités. Et aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de son discours? Vous savez, la Guinée est un pays souverain. On ne s'attendait pas, non, à ça. La politique, ce n'est pas de la fixation. Et la politique, ce n'est pas forcément ce qu'on dit qu'on fait. C'est de l'art. Ah bon? C'est la subtilité. C'est qu'on dit, c'est qu'on... Pas forcément. C'est ce que j'ai dit. Et vous savez, il faut que les gens cessent de rêver. Quand on dit ni pro, ni anti, mais si vous faites une lecture positive, il est pro. Et le premier pays qu'il a cité, c'est quel pays? En termes de préchéance, même dans le gouvernement, ça compte. On commence toujours par le plus important. Quel est le premier pays qu'il a cité? Est-ce que ce n'est pas la France? Non, les États-Unis. Les États-Unis, oui. Ensuite, la France. Ensuite vient la Chine, les autres. Ça veut tout dire. Mais c'est ça aussi, c'est pas stratégique. Mais tout est stratégique. On peut être plus stratège qu'un militaire. Voilà. Donc maintenant, la question, ce n'est pas ça qui est important. La question, c'est ce que j'avais dit dans mon introduction, l'Afrique aujourd'hui, elle est plus que jamais à la croisée de chemin. Est-ce que la démocratie, tout en rejetant le paternalisme, la condescendance de l'ancienne puissance, est-ce que cela remet en cause le principe démocratique comme valeur, comme système de gouvernance? Il faut dissocier le comportement. Aujourd'hui, on vilipende les acteurs du mouvement démocratique. Mais est-ce que cela remet en cause la démocratie? C'est quoi la démocratie? Si on essaie de faire une interprétation juridique ou politique, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Si le peuple a accepté un pouvoir, le peuple est d'accord. Maintenant, la gouvernance, bonne gouvernance, c'est de bien gérer les derniers publics pour l'intérêt général. Tout à fait. Alors, et de la liberté de choix de ces dirigeants pacifiquement. Est-ce que ce système-là que nous voulons ou non? Ce qu'on a dénoncé, je ne pense pas qu'on ait dénoncé la démocratie, on a dénoncé les comportements de ceux qui sont au pouvoir après deuxième mandat, tour-patouillage, etc., pour se maintenir. Cela a été dit. Et certains aussi sont venus dire que c'est à cause de ça qu'ils ont fait le coup d'État pour éviter l'embrasement de leur pays. Et certains ont dit non, c'est parce que le peuple à un moment donné n'en pouvait plus à l'insécurité parce qu'il y avait des gens qui sont venus sous prétexte qu'ils veulent nous aider, qui nous maintiennent dans la dépendance sécuritaire et qu'en réalité, pendant 10 ans, rien n'a évolué. Donc, basta. Mais est-ce que cela veut dire qu'on n'est pas d'accord avec la démocratie? Je ne pense pas. Donc du coup, il faut voir il faut chercher à savoir qu'est-ce que nous dénonçons et qu'est-ce que nous voulons. Si nous ne voulons pas la démocratie, quel système politique nous voulons? Parce qu'on ne dit pas là. Parce que vous savez, quand vous êtes un peu en avance ou bien vous avez un peu le courage de dire les choses clairement, vous gênez beaucoup de gens. Parce que c'est ça le problème. On s'adapte au prince du jour pour exister. Alors qu'un dirigeant, un leader, non. Un dirigeant doit être promoteur de projet ou défenseur de projet ou en tout cas critique, constructif. Maintenant, si on impose la pensée unique, ça veut dire qu'on fait un choix de régime soit totalitaire, soit idéologique. Alors que soit c'est la théologie, sur la base d'un régime théologique comme l'Iran, je ne pense pas que c'est ce qu'on veut. Soit on veut de la dictature où c'est un homme fort qui décide, les autres subissent. Alors, ou bien
On veut tout simplement dans l'école de pensée unique avec idéologie communisante. Donc, tout ça, c'est pas Afrique. C'est ça la question. L'Afrique, c'est quoi sa voix? Quand on dit panafricanisme, c'est quoi l'idéologie? Quand on dit panafricanisme, c'est quoi l'orientation? Quand on dit panafricanisme, c'est quoi son intégration? Quand on dit panafricanisme, c'est quoi la monnaie africaine? C'est quoi la langue officielle africaine? C'est quoi la capitale africaine? C'est quoi la jeunesse africaine? C'est quoi les leaders africains? C'est quoi l'intelligentsia africaine? C'est quoi le lobby africain? Et toutes ces questions-là n'ont pas de réponse parce que l'Afrique n'est pas homogène. Il y a plusieurs Afriques. Il faut connaître l'Afrique pour comprendre qu'il n'y a pas une seule Afrique. Vous avez l'Afrique de l'Ouest qui a une culture, une façon de faire qui est différente de l'Afrique centrale. Vous avez l'Afrique australe qui est différente de cela. Vous avez l'Afrique du Maghreb qui est différente de cela. Donc maintenant, il faut des ensembles par région. Et ces ensembles-là, j'ai dit que ce soit la CEMAC, la CEDAC ou bien la CEDEAO, c'est des ensembles. Et ces ensembles-là aujourd'hui peinent à avancer parce que la remise en cause du système politique. Donc, démocratie, oui ou non, ou alors, ce qu'on dénonce, troisième coup d'État sur la base de tourpatouillage, donc c'est garder le pouvoir, ou alors coup d'État militaire, tout ça c'est des problèmes, mais la solution c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas continuer à dire seulement la condescendance, le paternalisme, le néocolonialisme, et après, il faut un choix. Donc, parce que c'est un débat intellectuel, et c'est parler avec des gens qui ont de la matière. Sinon, si c'est pour parler vraiment la couche laborieuse qui ne maîtrise pas ces arcanes-là, c'est pas comme ça que je vais parler. Je vais parler juste pour que, au moins, on peut bavarder. Certains vont m'insulter, et puis je prends... Mais de façon diplomatique, qu'est-ce qui explique l'absentéisme du Niger au niveau de l'ONU? C'est pas de l'absentéisme, ils ont été tout simplement refusés de la salle. Vous savez, le monde, qu'on le veut ou pas, la politique, c'est les rapports de force. La porte-plume de Niger, c'est la France. C'est la France. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de rêver. L'indépendance ne se donne pas. C'est de haute lutte. On peut avoir une indépendance politique, on n'a pas une indépendance économique, donc on est toujours dépendant. Si on a une indépendance politique, économique, on n'a pas une indépendance sécuritaire, on est dépendant à qui on sous-traite sa sécurité. Donc, dans certains domaines, on peut avancer dans l'indépendance. L'Afrique, globalement, on a eu un peu d'indépendance politique. On va sur les tribunes, on donne notre position, et malheureusement aussi, on va toujours à critiquer, à se victimiser, à dire c'est l'autre le problème. Mais l'autre là, c'est pas son problème. Mon problème, c'est à moi de gérer. Et donc, c'est des tribunes où les gens viennent défendre leur dynamique politique, économique, culturelle pour convaincre le maximum de pays à avoir des partenariats, que ce soit multilatéral, bilatéral. Mais le monde fonctionne comme ça. Tous ces pays que vous dites qui se donnent des coups, mais aucun de ces 5 pays n'aurait mis en cause leur droit de veto. Si vous voulez prendre une loi contre la Russie par rapport à son agression à l'Ukraine, mais il va faire son droit de veto. Et ces pays amis vont s'abstenir. Maintenant, si vous voulez aussi dire que pourquoi le Kadhafi et autres là, les Français sont venus bombarder Kadhafi, mais leurs amis vont faire leur droit de veto. Mais les pays puissants n'ont où trouver que faire des... Quand ils interviennent dans leur guerre là, ils ne demandent pas le quitus des Nations Unies. La Russie n'a pas demandé le quitus des Nations Unies pour aller envahir l'Ukraine. Et les Américains n'ont pas demandé le quitus de qui que ce soit pour aller envahir Irak ou Afghanistan. Le monde, c'est le rapport de force. Et nous, les Africains, il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas vraiment en se victimisant ou bien toujours en disant que l'autre là, c'est lui le problème qu'on va résoudre nos problèmes. Il faut que nous sortons de ça. Parce que nous avons un avantage aujourd'hui. Malheureusement, au lieu d'utiliser pour construire l'Afrique, on est en train d'utiliser seulement pour distraire l'Afrique. Nous avons aujourd'hui pratiquement 90% de notre population n'a pas vécu la colonisation. Parce que la colonisation, c'est 63 en arrière. Alors que nous avons une population qui pratiquement 90%, sinon voire plus, n'a pas 63 ans. Tout à fait. Alors du coup, donc, n'ont pas un complexe par rapport à un Macron ou bien à un Sarkozy ou quoi que ce soit. Et nous sommes sur le même réseau.
Donc nous n'avons pas un problème de complexe d'infériorité. Notre problème, c'est notre manque de vision. Notre problème, c'est notre incapacité à harmoniser nos économies. Notre problème, c'est notre incapacité à harmoniser nos choix politiques. Notre problème, c'est notre incapacité à trouver des institutions stables, démocratiques et républicaines. Et avoir une justice indépendante du politique. Et pour cela, est-ce que ça, c'est une question de condescendance ou de paternalisme ou de néocolonialisme? Non. Il faut qu'on arrête de surfer sur les mots. Parce que nous avons malheureusement aussi une population à 80% qui ne comprend pas les enjeux, qui ne sait même pas de quoi on parle. Et ceux qui savent généralement, bon, c'est autre chose, malheureusement. Mais maintenant, économiquement, qu'est-ce que le Mali doit faire? C'est ce que j'ai dit. Le Mali doit se battre sur tous les fronts et pour cela, il faut un premier ministre qui est capable vraiment de faire ce travail-là. Vous savez, regardez, quand vous prenez le cas du Niger, malgré les difficultés, Tchani, je ne rentre pas dans ça, mais il a appelé un économiste, un chevronné, un représentant des institutions qui est venu, qui connaît les macro-micro, qui peut parler à tout le monde, qui connaît les institutions, qui connaît les passerelles. Le Mali a plus que jamais besoin de l'argent, d'investissement, de capitaux. Comme au culture, ça veut dire chaque fois, on va prendre... Non, c'est pour nous, on va prendre quoi? On va tout prendre, c'est pour nous. Notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de prendre, c'est pour nous. Notre problème aujourd'hui, c'est d'imposer la paix, c'est d'imposer le développement, c'est de lever des fonds, c'est d'amener des investisseurs chez nous. C'est de créer les conditions pour qu'on rate dans l'effectivité de la 4e République. Maintenant, avec la synergie de ces trois pays, est-ce que dans le futur, pouvons-nous espérer sur une monnaie commune de ces trois pays? C'est de l'utopie. On ne crée pas une monnaie comme on fait un chèque amené à la banque. La fiabilité d'une monnaie demande beaucoup de paramètres. Donc, moi, pense à pouvoir... Non, moi je pense que, écoutez, la Guinée c'est un scandale géologique. Sa monnaie ne valait rien, elle a besoin de devises. Il faut arrêter ça. Ce qui est important, c'est une économie stable, une économie forte qui permet vraiment d'avoir la capacité d'avancer. Et si individuellement des pays essaient de faire des monnaies locales, ne pourront pas exister à une crise de nature internationale ou mondiale. Mais si nous avons des regroupements comme CEDEAO qui étaient arrivés à créer une monnaie commune, qui n'est pas dépendant du trésor français, c'est ça les instruments de souveraineté. On est capable de renverser des régimes, mais on n'est pas capable de créer notre monnaie. On est capable de confisquer des pouvoirs, on n'est pas capable d'intégrer nos armées contre le terrorisme avec les sauvages. On est capable de vilipender les condescendances, le néocolonialisme, mais on n'est pas capable de faire ce qu'on appelle le transfert de compétences. Pourtant, nos enfants font les mêmes écoles que ces gens-là. Et pourquoi, si nous-mêmes on a des ressources, qu'on parle qu'on ait des scandales de ressources, mais c'est les autres qui viennent enlever. Et même s'ils enlèvent, c'est chez eux qu'ils vont transformer pour en faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Que ce soit dans les ordinateurs, que ce soit dans les avions, que ce soit dans les bateaux, que ce soit dans les chars, que ce soit tout ce que vous voulez. Ils enlèvent, ils extraient, ils amènent chez eux. On dit qu'ils viennent, vraiment, ils volent nos ressources. Mais ils ne volent rien. Parce que c'est pour nous. Donc nous, c'est à nous d'avoir le contrôle sur nos ressources. Et pour avoir le contrôle sur nos ressources, ce n'est pas seulement d'extraire. Il s'agit d'avoir des capacités des ingénieurs, de la maîtrise de la technologie, de la transformation, de la commercialisation. Et tout ça, c'est toute une chaîne. Si on parle, par exemple, si on dit, par exemple, si vous voyez les agriculteurs en Europe, les surplus sont subventionnés. C'est parce qu'on veut qu'ils restent leaders. Si je fais, par exemple, le record par exemple, je prends un exemple du coton, et que le Niger fait, bon, pas le Niger n'est pas un grand producteur, même pas, le Burkina et le Bénin, et la Côte d'Ivoire en fait un peu, font des records et qu'il se trouve que le marché du coton inondé, et ceux qui font de la transformation, ils vont dire que bon, non, il y a trop de coton, on veut, s'ils paient le kilo à 300 francs, ils vont dire bon, maintenant on veut à 100 francs. Tu
vous voulez pas, vous gardez pour lui. Et l'année qui va suivre, les cotoculteurs refusent de cultiver. Parce qu'ils ont cultivé, ils n'ont rien eu. Alors, si on avait des chaînes de transformation pour faire des cahiers, pour faire des cotons hygiéniques, pour faire autre chose, ça crée de l'emploi, ça crée des unités de production. Et ensuite, on peut aussi amener dans la coopération de l'Afrique qui n'ont pas de coton, on amène là-bas. Et ceux qui ont d'autres choses qui n'ont pas, ils amènent. C'est ce qu'on appelle un marché intégré. L'industrialisation. Mais bien sûr, et la commercialisation. Et donc ça, c'est des chaînes. Est-ce qu'il y a le commerce mondial, selon le chiffre que j'ai, dans le commerce mondial, le commerce interafricain ne représente même pas 1,60%. Certains parlent de 2, mais ça ne vaut pas 2. Dans le commerce mondial, ça dit que le commerce interafricain, c'est que les Africains payent et achètent, vendent entre eux. Et même souvent, si vous avez des unités en Afrique, c'est des unités de montage, mais en réalité, la technologie vient d'ailleurs. On dit c'est des chaînes de... Mais c'est pas... Je pense que le gouvernement actuel pense... Non, moi je ne ramène pas... Non, je ne critique pas. Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Donc notre défi, ce n'est pas eux. Notre défi, c'est nous-mêmes. Nous avons la ressource humaine qu'il faut valoriser. Nous avons des terres cultivables. Nous avons vraiment le meilleur de continents. Nous avons tout sur notre continent. Mais pourquoi on nous empêtre dans la guerre, dans le terrorisme, dans la misère? Et chaque fois, nos jeunes, malgré tout ça, tout le monde est heureux d'avoir un visa Schengen ou américain. Alors, là, c'est posé cette question. D'accord. Merci d'avoir éclairé la lanterne de la communauté. Et quels sont vos mots de fin par rapport à cette émission? Je suis très heureux et je souhaite aussi longue vie à cette nouvelle émission qui est Affaires politiques, qui permet aux hommes politiques vraiment de venir dire leur part de vérité. Et aussi de saluer le leadership d'Ouverture Média qui est vraiment un temps record en train d'évoluer. C'est vraiment c'est extrêmement important. C'est cela que le pays a besoin, chacun dans son domaine, de faire mieux. Et c'est ça le développement d'un pays. Donc pour finir, je renouvelle vraiment mon soutien aux autorités de transition, au président de transition. En tant que leader politique, leader d'opinion, je me tiens derrière le président de transition dans ce message pour sauver le Mali, parce que le Mali a besoin de tout le monde. Et je réitère aussi vraiment une demande qui n'est pas prétentieuse, c'est aussi la réconciliation à un coût. Il faut de l'apaisement. Il faut de l'apaisement, voilà, pour tous ceux, pour des questions d'opinion, ont eu à tenir des propos peut-être un peu excessifs ou déplacés, de mettre dans son contexte. Aussi le président de jouer le père de la nation, parce qu'aujourd'hui, jouer à l'apaisement, ça facilitera ce travail qui est tous derrière le président de transition pour sauver le Mali. Parce que si je suis d'accord qu'il y ait un dialogue avec la CEMA, et je suis d'accord aussi qu'il y ait un dialogue avec la classe politique sur ces questions, mais c'est aussi pour des questions d'opinion, se trouve vraiment dans des situations judiciaires. Je demande vraiment au président de tenir compte de ce facteur qui est important pour rassembler tout le monde autour de son leadership. Ceux qui sont en exil. Même Mariko, vous savez, Mariko, moi je ne suis pas d'accord avec son idéologie, mais moi je ne s'accepterai jamais qu'on me dise que Mariko n'est pas un patriote. C'est pas parce qu'il peut tenir certains propos qui peuvent être mal appréciés, mal compris à un moment de crise, mais Mariko de tout temps s'est battu contre l'impérialisme, à se dire, hein, ou contre la mainmise de la France, à se dire, ou bien paternalisme de la France. C'est le seul, quand on était au boulevard, qui s'attaquait ouvertement à Macron. Et si je vois aujourd'hui des gens insulter Marco, le traiter d'apatride, je ne suis pas d'accord. Mais je peux ne pas être d'accord. Comme je l'ai dit, peut-être que le contexte dans le pays, et le pays en crise, en guerre, d'aller redire certaines choses, cela est difficile à comprendre. Mais je comprends que peut-être parce que c'est pas facile quand on est en exil. Quand on a une famille, on est obligé de laisser les siens, sont partis, tout le monde partir. Et souvent se trouver dans des conditions où on est même considéré comme un badaud, c'est pas facile. Donc je demande vraiment la clémence du président de la transition pour tous ceux, pour des raisons, que ce soit Marco, que ce soit Aras Bach, que ce soit d'autres personnes. Nous sommes des Maliens.
sommes des Maliens, récupérer c'est plus grand. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une dynamique politique pour rassembler les Maliens autour de l'essentiel, sauver les Maliens. Et tous les Maliens comptent. Et surtout les Maliens comptent, je pense que si ce n'est pas des questions de détournement ou autre chose, mais des délits politiques, je pense que le président, même s'il ne m'écoute pas, ses services m'écoutent. Moi, je suis favorable à un dialogue inclusif et un pardon du président pour tous les hommes politiques, pour des questions de délits politiques, parce que ça va le renforcer en tant que chef suprême, en tant que chef de l'État, mais aussi à sa demande de dire à tous les Maliens de se tenir à son côté, à ses côtés pour sauver le Mali. Je pense aussi que le pardon aussi est un moyen de faciliter ce travail-là. Merci, merci, merci. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Voilà, pour cette nouvelle émission inédite dénommée Affaires politiques. Une émission inédite, une émission 100% en français, une émission sans filtre et sans réserve surtout. Telles sont nos visions ici au niveau de l'ouverture média pour permettre à la communauté nationale qu'internationale d'être imprégnée des réalités politique. Et sans plus tarder, nous nous acheminons vers la fin de ce premier numéro sur Ouverture Média. On se donne rendez-vous à un prochain numéro. À plus.